fin de la visite d'État du président de la République dans le Zanzan. Le chef de l'État est rentré ce soir. Dans cette édition, nous ferons le bilan de cette visite. À la une de l'actualité également, l'ouverture de la 31e session du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger et de la 69e session ordinaire des ministres de la CEDEAO. Demain samedi 1er décembre sera célébrée la journée mondiale de lutte contre le sida. Thème, objectif 0 décès lié au VIH-Sida. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Je vous le disais dans les titres, la visite d'État du président de la République dans le Zanzan a pris fin aujourd'hui. Le président de la République est donc rentré ce soir et vous le voyez, il est accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en compagnie donc de son épouse. Ils sont donc accueillis par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Rappelons que lors de cette visite d'État, le président de la République s'est rendu dans les localités de Bouna, Doropo, Teini, Nation, Kounfao, Transua, Tanda, Gouméré et Bondouko. Et justement, à Bondoukou, le président de la République a animé un grand meeting pour couronner sa visite. Aux populations qui n'ont pas voulu rater ce grand rendez-vous, le président a fait la promesse d'honorer ses engagements, notamment le bitumage de l'axe Bondoukou-Soko. Et le témoignage est signé Viviane Aïmer. 4 jours d'une tournée sans repos dans le Zanzan, où il s'est rendu dans 10 localités, a tenu 9 meetings, accordé de nombreuses audiences jusque tard dans ce vendredi matin. C'était l'apothéose au stade à l'intimité de Bondoukou, la population reconnaissante du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette tournée du président de la République va, à n'en plus douter, véritablement lancer le réveil du Zanzan, une vaste région qui manque cruellement de nombreux équipements de base. Grâce au programme présidentiel d'urgence, 7 milliards de francs ont été déjà investis pour fournir un minimum d'équipements à quelques-unes des localités, en attendant que des investissements plus conséquents soient entrepris. 43 véhicules de type 4x4 ont été offerts par le président de la République au district pour renforcer l'autorité de l'administration à travers le corps préfectoral et la police dans cette partie du territoire national. Le déploiement de tous ces véhicules a ajouté à la confiance des populations. Le chantier est immense dans le Zanzan, mais le président de la République a demandé à ses compatriotes de lui faire confiance. Je suis conscient que le taux de pauvreté est le plus élevé dans cette partie de notre Côte d'Ivoire. Et nous avons déjà investi 7 milliards de francs CFA dans ce programme d'urgence pour rénover et équiper les hôpitaux, pour réparer les pompes, rénover et construire des nouvelles classes, distribuer gratuitement des kits scolaires à nos enfants et reprofiler certaines routes. Mais cela n'est qu'un début, car nous avons l'intention d'investir 178 milliards de francs CFA dans le département de Bondoukou. Oui, et vous pourrez me faire confiance, nous ferons cela. Nous allons aussi construire, comme je l'ai annoncé, un lycée de jeunes filles avec internat à Bondoukou. Nous allons aussi, comme promis durant la campagne, construire une université à Bondoukou. Je pense qu'en 2015, l'université de Bondoukou devra ouvrir ses portes. Cette région a besoin de beaucoup plus d'investissements que les autres, car il y a un retard à combler. Et nous avons prévu le bitumage de plusieurs axes, dont l'axe Bondoukou-Soko, donc à la frontière Ghana. La construction du pont sur la Comoé vous tient à cœur. Nous avons déjà mobilisé les 5 milliards de francs CFA dont nous avons besoin. Et en mars prochain, la construction du pont sur la Comoé également va démarrer. Mais tout cela ne se fera et se fera rapidement si nous sommes véritablement rassemblés.
signe que la réconciliation nationale est effectivement en marche. De nombreux ressortissants du Zanzan qui avaient manifesté de l'hostilité au soutien du président Alassane Ouattara lors de la présidentielle sont venus faire amende honorable au cours de la tournée du président de la République. Et avant de quitter le Zanzan, le président de la République a fait le point de sa visite à la presse. Les questions d'infrastructure, la paix, la réconciliation sont autant de sujets qui ont été évoqués pendant sa tournée. Sur place pour vous, Jérôme Kofi Aboulin. Le président de la République face à la presse à la fin de sa visite d'État dans le district du Zanzan ce vendredi 30 novembre 2012. Avec les journalistes, environ une vingtaine, le chef de l'État a fait le point de cette visite de 4 jours dans les régions du Bunkani et Hugo. Le président Alassane Ouattara est revenu sur les centres d'intérêt entretenus tout au long de cette visite, entre autres les problèmes d'infrastructure, la paix et la réconciliation. Sur ce dernier point, le président de la République, répondant à une préoccupation des journalistes, a indiqué ne pas jouer le rôle de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, qui selon lui a bien sa place dans le processus. La réconciliation pour lui étant l'affaire de tous. Les ONG d'ailleurs s'engagent dans cette volonté de réconciliation de nos concitoyens. Je félicite les artistes qui ont mené la caravane de la paix à travers le pays. Je pense que d'autres feront de même. Des ministres le font, des partis politiques le font. Et bien entendu la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation également. Nous devons aller vite dans la réconciliation. Ce n'est pas chose facile, cela prend des années. Mais un élément essentiel de la réconciliation, c'est l'amélioration du quotidien des citoyens. Et c'est pour cela, pour moi, le programme économique est un catalyseur essentiel de la réconciliation. Et pour que nous ayons une croissance forte, il faut que tout le monde soit donc inséré dans cette volonté de réconciliation. Pour ce qui est de la formation du gouvernement d'un camp, le président de la République a fait savoir qu'il s'agit d'un gouvernement de mission et rien d'autre. Mais un gouvernement d'union ne veut pas dire que tout le monde doit être dans le gouvernement. Cela doit être très clair, y compris mes alliés. Alors, je suis responsable de l'exécutif. Je dois mettre en place un gouvernement qui me permette d'offrir aux Ivoiriens ce que je leur ai promis. Le fait que tel ou tel parti ait un portefeuille ministériel n'est pas ma préoccupation. Je tiens à que ce soit très clair. À ce stade-ci, il me reste 3 ans de mon mandat. Je vais réussir ce mandat. Je vais être conforme aux engagements que j'ai pris à l'endroit des Ivoiriens. Et ce gouvernement que j'ai formé comprend des personnalités qui ont fait leurs preuves, ou dans le gouvernement ou ailleurs. Et le président Alassane Ouattara d'ajouter pour conclure sur ce point que l'équipe du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'inscrit dans sa vision de gérer la Côte d'Ivoire de sorte à atteindre les objectifs de développement fixés durant son mandat. Pas de répit pour le chef de l'État pendant cette tournée. En plus des meetings, le président de la République a eu d'autres activités, des rencontres notamment avec l'imam de la mosquée centrale de Bondoukou, les femmes et les cadres du Zanzan. On retrouve Viviane Aïmer. Ahmed Kolonga Timité à son domicile, geste apprécié par le guide religieux et l'ensemble des imams qui l'entourent. De nombreuses prières et des bénédictions ont été prononcées pour la personne du président de la République, pour le travail qu'il est en train de réaliser à la tête de la Côte d'Ivoire et pour la paix dans le pays. 2 audiences ont été accordées dans cette même soirée de jeudi par le président de la République. Tout d'abord aux femmes de Bondoukou qui ont sollicité la rencontre. Elles sont venues en grand nombre, conduites par l'ambassadeur Touré Fatoumata. La première dame Dominique Ouattara était présente aux côtés de son époux. Assistait également à cette audience la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouleto. Par la voix de leur porte-parole, l'ambassadeur Touré Fatoumata, elles ont soumis au président de la République quelques difficultés afférentes à l'exercice de leurs activités de commerçantes et de productrices agricoles.
Le président de la République les a rassurés que leurs doléances ont trouvé satisfaction à travers la mise en œuvre de son programme d'action dans le Zanzan. Le président de la République leur a offert la somme de 3 millions de francs. La deuxième audience a été accordée aux cadres du district du Zanzan qui ont eux aussi sollicité une rencontre avec le président de la République. Parlant au nom de tous, Mme Mariam Fetigué Koulibaly a exprimé leur souhait d'avoir une plus grande représentativité au sein des instances de décision de l'administration. Le président de la République les a exhortés à la réconciliation. Il a insisté sur la nécessité de tourner la page de la division. On a prié pour la paix et la réconciliation pendant cette tournée du chef de l'État. La séance de prière a eu lieu à la mosquée centrale de Bondoukou et le président de la République y a pris part. Illustration dans ce reportage d'Awa Touré. Mosquée centrale de Bondoukou, le président Alassane Ouattara arrive pour la grande prière du vendredi. Celle-ci est dirigée par le grand imam Cheikh Mohamed Kalonga Timité. Celui-ci, dans son sermon du jour, insiste sur les valeurs sacrées du mariage que sont la fidélité et le respect mutuel entre époux. Après les 2 rakats, temps fort de l'office du vendredi chez les musulmans, une lecture complète du Saint-Coran. Le tout ponctué par des bénédictions a mis fin à la prière. Le président Alassane Ouattara, très heureux d'y avoir pris part, exhorte tout le monde à s'inscrire dans le processus de paix. C'était une opportunité de venir surtout le vendredi saint prier dans cette mosquée auprès de l'imam Timité et prier pour la paix en Côte d'Ivoire, prier pour l'entente entre Ivoiriens et prier pour que le pays continue à aller de l'avant. Au nombre des difficultés présentées par les populations au chef de l'État pendant cette tournée, le mauvais état des routes. La route, une douleur silencieuse, surtout pour les populations du Gontougo qui l'ont exprimé au micro de Genatoubé. Pour Transua, nous faisons une escale à Gouméré. À la vue du véhicule de reportage, les chauffeurs de la gare routière et des passagers nous approchent et nous supplient pratiquement, nous demandant de leur tendre notre micro pour exprimer leur cri de cœur face à la caméra. Le tronçon Gouméré, Bondoukou est goudronné, mais tout le reste c'est des pistes. Mais il y en a même, on ne peut plus pratiquer. Gouméré Kofitia, c'est plus praticable, donc on ne va plus là-bas. La population souffre, on ne peut plus se déplacer dans les véhicules, ils marchent à pied. Donc nous aussi, ça diminue un peu les activités aussi. La voiture ne peut pas rentrer à Taoudi. Les routes sont gâtées. Depuis 1996, il n'y a même pas eu de machine pour gratter les routes. 100 degrés Tanda, ça fait 50 km seulement. Mais les véhicules font 4 heures du temps avant d'arriver à Tanda, parce que la route n'est pas bonne. Ces témoignages nous avaient déjà donné une idée de notre parcours. On aura mis plus d'1 heure pour atteindre Assoufri, notre seconde escale. 25 km de route pareil à un parcours du combattant. Ici, tout le monde s'accorde pour dire que la route freine le développement d'Assoufri. Dans le département de Bondoukou, après Tanda, si ce n'est pas Assoufri, elle n'a pas vu des comme ici encore. On voit que le président de Cap prend Tanda jusqu'à la frontière. Ça nous on veut quoi? Le Cap boudonner tout ça là. Si le grand commerçant qui passe là, c'est s'il passe à côté de l'état de la route, ça va passer jusqu'à Noé là-bas. C'est ici qui est plus court chemin. Ce qui est une douleur mal contenue et accentuée par une attente contrariée. Pour la population, c'est une attente trompée. L'érection du voisin Transua en département au détriment d'Assoufri. Du coup, les 2 localités liées par la même histoire de peuplement se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Nous ne sommes pas d'accord. Transua a trahi Assoufri. C'est-à-dire nous, on avait réuni ici plusieurs fois. Et les gens de Transua disaient que pour tous les abrons, on a qu'à chercher un préfecture qui va nous commander. On a demandé que où ça va, le préfet va rester. Et même ils ont dit que c'est Assoufri qui est le chef lieu, que c'est Assoufri qui va résister le préfet. Nous ne voulons pas même aller à Transua aujourd'hui ni demain. Donc nous sommes toujours dans notre Assoufri. Si ça ne va pas, on retourne à Bondoukou. Assoufri, c'est Assoufri. Transua, c'est Transua. Quelqu'un qui est venu nous demander un terrain pour s'asseoir. Et aujourd'hui, on lui donne un terrain, il construit un campement, et c'est ce campement qui devient un seul lieu de département, vous voulez nous commander. Les Abrons ne peuvent pas comprendre. Ils sont Pidango, ils ne sont pas de la lignée royale. Nous sommes à Hillier, nous sommes de la lignée royale.
entre la sous-préfecture d'Assoufri et le département de Transua, une rivalité de famille transposée sur le plan de la succession du trône du roi d'Hébron. Aujourd'hui, cela apparaît au grand jour. C'est vrai qu'au départ, il y avait quelques dissensions, mais aujourd'hui, toutes les populations de tous les villages environnants d'Assoufri ont compris qu'il est temps que nous nous mettions ensemble. Le peuple ne sait à quel se vouer, à quel roi aller se faire allégeance. Cela cause problème. Je crois que les chefs de province en tirent profit. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas désigner le roi des Abrons. Ce n'est pas une question d'administration ou du président de la République. Il faudrait que les chefs de canton aient le courage de dire la vérité au président de la République pour qu'il sache ce qu'il doit faire pour l'unité de notre région. 3 personnes se disputent le trône. Outre Nana Agiman du village d'Amanvi, il y a l'adversité Transua Assoufri symbolisée par ces 2 autres prétendants. Ce sont respectivement Nana Apia Ier de Sokodoua et Nana Kwakumaïzan d'Adandia. Tous y voient dans la visite du président de la République dans le Gontougou une réponse définitive à ce désordre de lèse-majesté qui dure depuis plus de 20 ans. L'une des bonnes notes de cette visite du chef de l'État dans le Zanzan, c'est la mobilisation des populations qui n'ont pas voulu se faire compter cette visite. Et le comité d'organisation artisan de cette réussite nous est présenté par Thomas Gessambi. Pour tout le succès qui entoure la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Zanzan, ils sont là, avant, pendant et après. Eux, ce sont les hommes et les femmes des médias. Pour leurs différents organes et entreprises, ils déploient l'artillerie. À côté d'eux, la logistique pour permettre à un plus grand nombre de personnes de vivre en direct l'événement. La sécurité, ceux qui l'assurent sont au four et au moulin pour rester toujours dans le juste milieu des exigences. Dans cet aéropage, les techniciens de l'énergie électrique alimentent de jour comme de nuit les différents sites du rendez-vous du président de la République avec les populations. Que dire des professionnels des urgences et de la protection civile? Tous sont là. Bref, l'œil observateur a pu voir et noter les différentes contributions qui ont favorisé le succès de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. Et je vous invite maintenant à écouter quelques membres du comité d'organisation de cette visite d'État dans le Zanzan. Et c'est toujours au micro de Thomas Gessambi. 4 jours intenses, 4 jours où les populations se sont données et on se demandait mais le dernier jour est-ce qu'ils allaient pouvoir encore tenir. Là nous partons satisfaits. C'est une mobilisation exceptionnelle. Bondoukou est venu dire au président nous sommes avec toi, tu es notre frère, tu es notre fils, nous sommes avec toi définitivement. Le président Alassane Ouattara lui-même, comme on le dit communément, c'est lui la solution à tous les problèmes. Alors nous disons que nous espérons et nous sommes sûrs et certains que nos espérances seront comblées. C'est une visite mémorable. Comme l'a indiqué le président de la République, c'est un fils de la région et il avait promis des solutions pendant sa période de campagne. Aujourd'hui, nous sommes en face de la réalité. Le rêve, le tant attendu est devenu une réalité avec toutes les grandes promesses que le président de la République a eu à faire déjà. Nous sommes vraiment dans la réalité. La population en avait besoin. La jeunesse était dans une souffrance totale. Je crois que le soleil qui commence à se lever. Je crois qu'on va maintenant respirer. En termes de développement, c'est une synergie d'action. Nous savons effectivement les pesanteurs culturels qui font que nos filles ne vont pas à l'école. Je pense que nous avons à notre niveau et nous pouvons partager cette expérience dans tout le district, à savoir sensibiliser nos parents, sensibiliser les jeunes filles pour qu'elles aillent à l'école, parce que l'école aussi c'est l'avenir d'un pays. Donc nous avons nous les cadres une action de sensibilisation à faire, de sorte que nos filles voient vraiment la nécessité d'aller à l'école et d'aller très loin à l'école. Les forces de l'ordre étaient également de la partie pour assurer le succès de cette visite du chef de l'État dans le Zanzan. Un plan de sécurisation bien coordonné a été mis en place, nous dit Abou Sanogo.
Les forces républicaines de Côte d'Ivoire et la police nationale ont réussi le pari de la sécurité au cours de la visite du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. L'impressionnant dispositif de sécurité mis en place au cours du meeting de clôture en est la preuve. À l'intérieur du stade El Hadj Ali Timiti, aussi bien qu'à l'extérieur, les dispositions sécuritaires respectaient les consignes les plus strictes. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire et la police nationale viennent ainsi de démontrer leur complémentarité et leur efficacité. Dispositifs aériens et terrestres, sécurisation des points sensibles et stratégiques. À Bondoukou, tout comme à Bouna, Doropo, Teini, Nassien, Sandégué, Kounfao, Tanda, Transua et Gouméré, la sécurité était de mise pour contenir tout débordement. Toute chose qui a permis au général du corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, assisté des généraux Gervais Kwasi Kwaku, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et Bredou Mbia, directeur général de la police nationale, de féliciter l'ensemble des personnels de défense et de sécurité pour tout le travail accompli. Nous saluons l'effort qui a été fourni par l'ensemble de toutes les forces qui ont travaillé la main dans la main, comme appartenant à une seule force, quand ils étaient imbriqués les uns dans les autres, chacun jouant sa petite partition, mais l'ensemble contribuant à la sécurisation parfaite de la visite. Satisfait total. Pour rappel, le dispositif conjoint de sécurité a été mis en place bien avant l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara. Il avait pour mission de sécuriser toute la visite du chef de l'État dans les districts du Zanzan et du Boukani. Voilà tout ce qu'on pouvait dire ce soir sur la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Zanzan. Rappelons que lors de cette visite d'État, le président de la République s'est rendu dans les localités de Bouna, Doropo, Teini, Nation, Kounfao, Transua, Tanda, Gouméré et Bondoukou. Et puis sachez aussi que lundi prochain, le chef de l'État se rendra à Paris, c'est en France, où se tiendra la réunion du groupe consultatif sur le financement du plan national de développement. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était à la cérémonie d'ouverture de 2 rencontres, la 31e session du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger et la 69e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Le compte rendu est signé Alexis Ouedraogo. Une fin de semaine bien remplie pour le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. 9h déjà ce vendredi matin, une cérémonie d'ouverture, celle de la 31e session du Conseil de l'autorité du bassin du Niger. Un terme clé pour cette réunion, changement climatique. Les différents intervenants le souligneront au cours de leur allocution. Les récentes inondations et sécheresses dans la région du bassin du Niger ont été d'une rare intensité ces dernières années, d'où l'impérieuse nécessité aujourd'hui de trouver des solutions communes au mal. Se mettre ensemble pour relever les défis, le Premier ministre ivoirien l'approuve. L'ABN est une organisation intergouvernementale chargée de promouvoir la coopération entre les États membres et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du bassin par la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes associés. Les résultats acquis et résumés par M. le secrétaire exécutif de l'ABN nous reconfortent et témoignent du dynamisme et de la coopération régionale en matière de gestion durable des ressources du bassin. Autre rendez-vous inscrit à l'agenda du chef du gouvernement, la 69e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Objectif, examiner des dossiers relatifs à la bonne marche de l'organisation et formuler des recommandations à l'attention des chefs d'État. Au cours de cette session qui devrait s'achever dimanche, les ministres devraient examiner le rapport final de la 12e réunion du comité de l'administration et des finances de la CEDEAO. Votre session se tient au moment où notre région, en dépit de la décélération de l'économie mondiale, confirme les bonnes perspectives économiques avec un taux de croissance projeté à 6,4% pour l'année 2012. Pourtant, cette année a été marquée par des crises institutionnelles et sécuritaires d'une gravité sans précédent pour la cohésion régionale et pour lesquelles notre région a consacré tant d'énergie et d'efforts, notamment pour le retour de la paix et de la normalité constitutionnelle au Mali et à Guinée-Bissau. La dernière session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement
à adopter des positions claires pour la sortie de crise. Malgré cette évolution encourageante, l'accompagnement de ces différents processus de sortie de crise va nécessiter des efforts supplémentaires au regard des défis qui restent à relever. Le Conseil examinera en outre le rapport intérimaire du président sortant. Du fait de ses nouvelles fonctions, il passe le flambeau au ministre Charles Dibi Kofi. Au moment où je vous fais mes adieux, c'est avec beaucoup de foi en l'avenir que je voudrais vous encourager à poursuivre vos efforts inlassables en faveur de la réalisation des chantiers communautaires qui, comme vous le savez, sont multiples et si chers à notre sous-région. La réunion que vous entamez aujourd'hui constitue la dernière session ordinaire de votre Conseil au titre de l'année 2012. Il faudra aller au-devant de ce qui est fait aujourd'hui en proposant des mesures idoines qui nous permettent de lever les entraves à l'application effective du protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens et le droit d'établissement. Je voudrais exprimer en votre nom à tous ma profonde gratitude à nos partenaires traditionnels pour leur précieux soutien à tous nos efforts de développement, de sauvegarde et de consolidation de la paix dans notre sous-région. D'autres questions importantes seront également à l'ordre du jour de cette réunion. Elles portent sur la prolongation des 2 ans du plan d'action régional contre l'abus et le trafic illicite des drogues, ainsi que la criminalité organisée en Afrique de l'Ouest 2008-2012. Demain, samedi 1er décembre, sera célébrée la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette 25e édition a pour thème objectif 0 décès lié au VIH-Sida. Le gouvernement ivoirien a délivré un message par la voix de la ministre Raymond Goudou Kofi. Le message a été recueilli pour vous par Lassina Ouattara. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Nous reviendrons justement sur cette journée qui sera célébrée demain et sachez que le gouvernement ivoirien a axé donc son message sur une prise en charge thérapeutique de cette infection, à savoir le VIH-Sida. Sous-préfecture vieille de 51 ans, Séguelon est devenu département en juillet 2012. Le premier préfet de ce département sera installé officiellement demain samedi 1er décembre par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Et pour la réussite de l'événement, les élus et cadres mobilisent donc les fils et filles de Séguelon. Léon Brou, Honorina Nkori. Le préfet qui sera installé ce samedi 1er décembre par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a été nommé en septembre 2012, 3 mois après l'érection de Séguelon en département. Une raison pour les élus et cadres de cette localité au nord de la Côte d'Ivoire de dire leur reconnaissance au chef de l'État. Pour eux, l'acte d'érection de Séguelon en département répond au souci de développement souhaité par ses fils, lesquels sont donc invités à se mobiliser autour de leur tout premier préfet. Pour nous, c'est un événement exceptionnel dans la mesure où pratiquement depuis une quinzaine d'années, nous courons après la réalisation de ce projet. Et la présence du ministre qui nous a fait à la fois l'honneur et la fraternité de parrainer ce haut événement est pour nous également un cachet spécial qui relève le niveau de cette rencontre. Je voudrais dire à nos parents, tout l'ensemble du territoire, que cet événement est historique. Il ne faut pas le manquer. Le nouveau département de Séguelon est situé plus précisément dans la région de Kabadougou. Le président Alassane Ouattara, alors président du Rassemblement des Républicains, y a effectué une visite en 2009. Le reste de l'actualité dans le monde en bref, commençons par la Syrie.
Pour la deuxième journée consécutive, les réseaux de communication par téléphone et Internet étaient coupés vendredi en Syrie. Le ministère de l'Information syrien a accusé les terroristes d'être à l'origine de cette coupure. La communauté internationale craint le pire et des militants accusent le régime de Bachar el-Assad de préparer un massacre. L'affaire Wikileaks, pour la première fois depuis son arrestation, le soldat américain Manning, accusé d'avoir transmis des milliers de documents secrets au site Wikileaks, a témoigné jeudi devant la justice militaire. Pendant 5 heures, Bradley Manning a évoqué ses conditions de détention dans la prison de Quantico, près de Washington, de juillet 2010 à avril 2011, avant d'être transféré dans une autre prison. Le soldat a raconté les brimades et le stress, ainsi que son combat pour échapper au régime draconien auquel il était soumis, en raison des risques présumés de suicide. La justice française a relaxé en appel jeudi Continental Airlines sur le plan pénal, mais l'a condamné à verser 1 million d'euros de dommages et intérêts à Air France pour le crash du Concorde qui avait fait 113 morts en 2000 près de Paris. Comme en première instance, la Cour a reconnu que l'accident survenu au décollage était imputable à la compagnie américaine. L'un de ses avions avait perdu une lamelle métallique sur la piste qui avait provoqué un éclatement du pneu du Concorde d'Air France, la perforation de son réservoir et l'inflammation du carburant, puis le crash, insuffisant néanmoins pour la justice pour constituer une infraction pénale. Peut-être l'épilogue d'une longue saga judiciaire, selon le New York Times, l'ex-patron du Fonds monétaire international Dominique Strauss-Kahn serait parvenu à un accord financier avec Nafissatou Diallo, la femme de chambre, qui l'accusait d'agression sexuelle dans un hôtel de New York. Une rencontre pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine au tribunal du Bronx. Le quotidien français Le Monde affirme que Dominique Strauss-Kahn serait prêt à verser 6 millions de dollars à son accusatrice. Les règlements à l'amiable qui évitent d'aller en procès sont extrêmement fréquents dans les procédures civiles aux États-Unis. Et on revient sur l'un des grands titres de cette édition. Il s'agit de la journée mondiale de lutte contre le sida qui sera célébrée demain, samedi 1er décembre. Thème de cette journée, objectif 0 décès lié au VIH-Sida. Et le gouvernement ivoirien a délivré un message par la voix de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi. Et c'était au micro de Lassina Ouattara. Selon le rapport 2011 de l'ONU-SIDA, on estimait en Côte d'Ivoire en 2010 à 450 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH, dont 220 000 femmes âgées de plus de 15 ans et plus de 63 000 enfants âgés de 0 à 14 ans. Parmi ceux-ci, on enregistrait 36 000 décès. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien a décidé de réagir en rendant les antirétroviraux gratuits pour les malades. Les efforts de lutte ont été perceptibles depuis 2008 lorsque le gouvernement ivoirien a rendu l'accès aux ARV totalement gratuit. Cela a permis de voir un nombre croissant de PVVIH sous traitement ARV qui est passé de 72 011 en 2009 à 82 721 en 2010, puis ensuite à 93 000 en 2011. Mais force est de constater que la population vivant avec le VIH-Sida et ayant un accès aux antirétroviraux représente entre 20 et 39%. La Côte d'Ivoire est donc bien loin de l'accès universel au traitement, d'où la nécessité de renforcer les actions. Ceci passe par un schéma de traitement, des systèmes d'approvisionnement plus simples, plus abordables au plan financier et plus efficaces à travers une intégration plus importante des services de traitement antirétroviral, soins de santé primaire, santé maternelle et infantile, prise en charge de la tuberculose, santé sexuelle et reproductive. Pour relever ce défi, la contribution de tous les acteurs, notamment le secteur privé, le secteur public, la société civile et les partenaires de développement, est souhaitée. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Rappelons, avant de nous séparer, que le président de la République est arrivé ce soir à Abidjan après 4 jours passés dans le district du Zanzan. Le chef de l'État s'est rendu dans les localités de Bouna, Doropo, Teini, Nation, Konfao, Transua, Tanda, Gouméré et Bondokou. Et sachez aussi que lundi prochain, le chef de l'État se rendra à Paris, en France, où se tiendra la réunion du groupe consultatif sur le financement du plan national de développement. Merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Ricardo Somon.